Bonjour à tous, et alors que la Formule 1 revient ce week-end au Japon, on s'attaque à une vidéo rituelle de la chaîne, les conclusions hâtives. C'est un concept que je fais chaque saison et qui est inspiré de ce que fait Trash Talk sur la NBA. Après 3 courses, j'ai ressorti 3 conclusions, 3 choses évidentes. Ici, 3 choses sur 3 pilotes, sur 3 duels de coéquipiers qui semblent apparaître très clairement après 3 grands prix. On en est sûr, on en est certain. Bon, aujourd'hui, on va challenger ces idées-là, ces conclusions hâtives, pour voir à quel point elles sont vraies ou pas. On attaque tout de suite, il y en a 3 grosses, c'est parti. Numéro 1, ça y est, Russell est le boss chez Mercedes. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que Lewis Hamilton fait son pire début de saison depuis qu'il est en Formule 1. Ça l'est sur le plan comptable, ça l'est sûrement aussi sur le plan de la forme, où il n'est pas à l'aise avec sa voiture. Il n'y a pas eu vraiment d'erreur de sa part pour l'instant, mais en tout cas au niveau du feeling, c'est terrible. Après 3 courses, il ne compte que 8 points. Alors c'est vrai que l'abandon mécanique ne l'aide pas en Australie, il aurait sûrement gratté 4, 6 peut-être. Et il y en a 18 pour George Russell, ce serait même plus s'il n'avait pas abandonné dans le dernier tour en Australie. Bref, pour l'instant, il n'y a pas photo. Lewis se prend aussi un 3-0 en qualification. Et sur certaines qualifs, c'était très clair, notamment à Jeddah où il y avait un monde d'écart entre lui et George. Si on veut vraiment voir les choses sous cet angle-là, on peut même élargir puisque Lewis n'a plus battu George en qualif depuis le Brésil et sur les 4 derniers Grands Prix, il y a 31 points à 8. Aussi, il n'est pas rentré dans le top 5 depuis 6 Grands Prix, rendez-vous compte, faut remonter seulement au début de saison 2022 pour voir ça, sinon ça ne lui est pas arrivé de toute sa carrière quasiment, c'est incroyable. Et bref, pour l'instant, on va pas tourner autour du pot, il n'y a pas photo sur lequel des deux pilotes Mercedes est le meilleur, s'en sort le mieux. C'est George qui s'accommode plus facilement d'un train arrière particulièrement instable et du manque de confiance qui en découle. Si ce n'était pas pour cet accident du dernier tour en Australie sur lequel il reste, accident controversé où sa part de faute, on va dire, est assez minime à mon sens, George ferait vraiment le début de saison parfait pour Mercedes. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il confirme aussi quelque part que sa saison 2023, elle n'est pas si mauvaise que ça, on le disait déjà en fin d'année dernière, et aussi il rassure sur ses capacités d'être le nouveau numéro 1 après le départ de Lewis. Mais la question c'est, l'est-il vraiment déjà dès maintenant? Ça y est, a-t-il mis Hamilton dans le rétro? Je vais évidemment apporter beaucoup de nuances à cet avis, même si à la fin je vous donnerai mon pourcentage final sur cette conclusion hâtive ou non. Déjà, il y a les gros soucis connus par Mercedes que Suzuka devrait d'ailleurs également bien mettre en valeur malheureusement pour eux. Voilà, ils pensaient avoir mis derrière eux les gros soucis de conception de la voiture, ils sont ressortis de plus belle à partir de Jeddah, ça a été très largement confirmé en Australie et ça c'est particulièrement dur pour Hamilton qui a des galères notamment sur le train arrière et on le sait à ce moment-là de sa carrière. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de gagner, de jouer devant. Là, pour la 3e saison consécutive, Mercedes galère. Il est déjà à 50 points de la tête du championnat. Bref, c'est très dur quand on est Hamilton de se retrouver dans cette position. Et il y a fort à parier que si la Mercedes était meilleure, il le serait lui aussi. On l'a déjà vu par le passé. Il est bien trop tôt pour qu'il switch en mode Ferrari. Évidemment, je n'achète pas du tout cette théorie comme quoi il a déjà lâché Mercedes, il pense à autre chose. Non, évidemment que non. Après, c'est sûr que dans la tête, c'est pas facile et quand il voit ce qu'il se passe du côté des rouges, il doit sûrement un petit peu espérer conduire cette voiture le plus rapidement possible. Mais non, Hamilton donne son maximum, c'est juste que la voiture, elle a des grosses galères et ça ne l'aide pas. Autre nuance, il nous a habitués à faire des débuts de saison, on va dire, moins bons que le reste de sa saison. Il faut se souvenir de 2020, 2019, c'est Bottas qui mène le championnat sur les premières courses. 2018-2017, c'est Vettel chez Ferrari. 2016, c'est Rosberg également. Bref, Hamilton, il a enchaîné 4 titres où il n'était pas leader lors des premières courses au championnat. Bon, voilà, c'est aussi dû à cette petite période d'adaptation dont Mercedes et lui avaient souvent besoin pour mettre vraiment à 100% et devenir vraiment imbattable. Voilà, c'est encore un petit peu ce même modèle, sauf que cette fois, ils seront clairement pas imbattables au bout du processus. Faut se rappeler aussi de ses débuts de saison 2022 et 2023 où il accusait également un petit retard et avait mis du temps à se mettre en forme, même si 2022 c'était assez particulier. Je n'oublie pas non plus qu'il y a eu Jeddah parmi les 3 circuits qu'on a vus et on sait que c'est un circuit sur lequel Lewis galère particulièrement depuis 2022 et qu'il y a eu aussi cette stratégie qui l'a un petit peu coincé au niveau du résultat. Bref, le 18-8, il est peut-être un petit peu aussi trompeur et il y a eu Jeddah dedans, donc attention, Hamilton, on le sait, sa progression au cours des saisons, elle est montante. Donc, est-ce que Russell est le meilleur pilote Mercedes sur ce début de saison, voire même depuis un petit moment, et voire même carrément depuis un gros moment en qualification? Ça, oui, à 100%. Mais est-ce que ça y est, il a battu Hamilton, il est le nouveau numéro 1, Hamilton et Mercedes, c'est de l'histoire ancienne, maintenant ça y est, on peut tout tourner sur George.
eh bien ça, je vais quand même avoir besoin d'une demi-saison à ce niveau-là pour pouvoir l'affirmer. Évidemment, plus on va se rapprocher de la fin d'année, plus Russell va être nécessairement le numéro 1, le pilote avantagé par Mercedes dans le sens où lui va avoir accès aux data de la prochaine voiture, etc. etc. Ça, c'est juste de la logique. Sportivement parlant, il faut qu'il reste devant jusqu'à la fin du championnat parce que si Hamilton reprend le leadership avant de quitter l'équipe, bah ouais, ça va mettre George dans une position délicate. Pour l'instant, il est parfait. Effectivement, les difficultés d'Hamilton sont réelles, mais je ne donne que 40% de réussite à cette conclusion hâtive. Attention, Hamilton, il y a un écart, mais on le connaît sur les débuts de saison et on ne l'enterre pas comme ça. Numéro 2, ça y est, Piastri est au niveau de Norris. Elle est tentante cette conclusion hâtive. Le jeune Oscar embêtait déjà son coéquipier l'an dernier, là il a progressé, il l'a battu clairement sur le week-end de Jeddah, il mène 28 à 27 points au championnat et il a fini derrière en Australie à la suite d'une consigne d'équipe. Ça y est, il est là. Eh bien oui mais non. Il y a des choses très positives dans le début de saison de Piastri, on va y venir dans quelques instants, mais il n'est pas encore au niveau de Norris. S'il est devant au point, c'est car Lando s'est retrouvé coincé sur la mauvaise stratégie à Jeddah et a perdu de grosses unités, alors que d'habitude ils finissent toujours l'un derrière l'autre, ce qui fait qu'ils ne font pas beaucoup d'écart, c'est pour ça qu'il est encore devant au championnat, mais on a bien vu à Melbourne qu'il y avait encore clairement une différence de rythme entre les deux. Piastri également fait cette petite erreur dans les derniers virages, bref, il n'y a pas photo. Pour l'instant, Norris a encore de la marge. Malgré tout, ça ne m'étonne pas que certains en arrivent à cette conclusion hâtive, tant j'ai parfois l'impression que le duel entre les coéquipiers McLaren est mal lu. Piastri a fait une superbe saison rookie, une très bonne saison rookie, mais il n'était pas du tout au niveau de Norris l'an dernier, et il ne l'est encore pas cette année. J'y ai cru à Bahreïn où franchement l'écart entre les deux était très serré, plus serré qu'il ne l'avait jamais été vraiment, ça y est, je me suis dit, il est là. Sauf que bon, Jeddah derrière a été incomparable à cause de la stratégie et à Melbourne quand même, petit retour de bâton. Il y a une progression, mais la performance n'est pas encore égale des deux côtés du garage chez McLaren, non, pour l'instant pas vraiment du tout. Après, ce qu'on peut quand même mettre bien à l'actif de l'Australien, c'est qu'il est extrêmement propre, ça va avec son style efficace et franchement très clinique, il ne fait aucune erreur. Parfois, cela lui permet de compenser son manque de rythme, notamment sur le week-end de Jeddah, où il bat Lando en Q3 parce que lui ne fait pas une petite erreur. Du coup, il part mieux, il a la bonne stratégie et il marque le maximum de points possible. D'ailleurs, dans ce début de saison, il a marqué le maximum de points qu'il pouvait prendre, même peut-être un peu plus. Et donc voilà, Oscar prend tout ce qu'il peut prendre. Il gratte tout ce qu'il peut gratter, notamment vis-à-vis d'un Lando Norris parfois un petit peu brouillon au moment de conclure, même si vous savez mon avis sur lui, je trouve que c'est un des tout meilleurs pilotes de cette grille. Voilà, si on élargit un peu aussi le spectre, depuis Spa, l'an dernier, il y a 9-9 en qualification. Bref, Oscar gratte, prend des choses à Norris de plus en plus, mais attention, voilà, je trouve encore que sur la performance pure, sur le rythme de course, pour l'instant, on ne peut pas encore dire qu'ils sont au même niveau, loin de là. La marge s'est peut-être un peu réduite, ça va être à Piastri de le confirmer sur les prochaines courses, notamment le Japon qui était tard dans la saison l'an dernier, donc on va pouvoir comparer de manière assez directe. Mais voilà, Piastri égale de Norris, non, ce n'est pas vrai. Je ne donne que 15% de vrai à cette conclusion hâtive, vraiment. Par contre, attention, Norris, il y a une pression sportive et médiatique qui commence doucement à augmenter sur lui vis-à-vis de son jeune coéquipier. Va falloir tenir, ça va être très intéressant, ça va aller en grandissant. Pour notre plus grand bonheur, parce qu'on a là deux pilotes extrêmement talentueux qui sont l'avenir de McLaren. Il y a peut-être un moment où Piastri va vraiment se rapprocher et faire jeu égal avec Norris. Et là, ce sera intéressant de voir la réaction de Lando, mais aussi d'Oscar, pour déterminer qui dans l'avenir, court, moyen, long terme, sera vraiment le visage de McLaren. Numéro 3, Ricciardo n'y arrive plus. On peut même dire qu'il est fini. Ah, celle-là, elle est terrible et je n'aurais vraiment pas du tout parié dessus. Le début de saison de Daniel Ricciardo est raté, il est vraiment pas bon. Tsunoda est en tout cas clairement bien devant. Il y a un 3-0 net en qualification avec parfois de sacrés écarts et notamment 2 passages en Q3 à 0. Il y a un meilleur rythme dans chacun des duels chronométrés en qualif comme en course. Il y a évidemment ce 6-0 bien douloureux au classement. Il n'y a pas photo. Yuki Tsunoda fait un excellent début de saison, d'ailleurs pour moi, seul Verstappen et les 2 pilotes Ferrari sont mieux notés dans mon classement par note 2024, quand Daniel, lui, est le pilote, pour l'instant, qui a la moins bonne moyenne générale de la saison.
Il ne s'est jamais battu pour les points, alors que une fois et demie, on va dire, la Racing Bulls avait le niveau peut-être pour faire quelque chose. Il a été battu par Tsunoda partout, tout le temps. Il peine à trouver son rythme. Il n'a pas confiance en la voiture. La seule fois où il a fini devant, c'est grâce à une meilleure stratégie et une consigne d'équipe. On peut aussi ajouter le spin à Jeddah. Bref, c'est la cata, à tel point qu'Helmut Marko a déjà dit qu'il va devoir se bouger et qu'aujourd'hui, malgré un mercato où ça bouge beaucoup et où chez Red Bull, il va se passer des choses, Daniel n'est absolument pas considéré pour l'instant. Il est en train d'être le grand perdant du mercato, à raison, alors que c'est exactement pour cette raison qu'il est revenu. Il ne remplit pas du tout sa mission. On en est au point où il se demande si sa voiture n'a pas un problème, si la voiture de Tsunoda n'a pas quelque chose que lui n'a pas. Il regarde les datas, il essaye de comprendre. Bref, c'est exactement comme ça que ça avait commencé chez McLaren. Il ne retrouve pas son truc, son style, sa zone de confort, l'endroit où il peut s'exprimer à 100%, et ça pue. Il est en train de redevenir à nouveau has-been, il a reperdu le peu de crédit qu'il avait regagné, et voilà, si ça continue comme ça, il va finir par être remplacé par Lawson à la mi-saison, quoi. Tout ça, c'est vrai et indéniable, mais j'aimerais nuancer un petit poil. Je vous invite notamment à aller voir une vidéo qu'a fait Tomo F1, mon youtubeur F1 anglais préféré. Voilà, il a comparé tous les temps de Ricciardo et Tsunoda, et on voit qu'au final, certes, Yuki est devant tout le temps partout, mais avec un écart moins gros que ce que peut-être ça laisse paraître. Donc tout ça pour dire que finalement, le début de saison de Daniel, il est raté, il est pas bon, il est pas au niveau on l'attendait. On attend de lui qu'il soit le boss de Racing Bulls, clairement, que les deux saisons entre les deux pilotes soient inversées, clairement. Malgré tout, il n'est pas complètement aux fraises, comme d'ailleurs il a pu l'être parfois chez McLaren. Et puis, il y a des choses qui permettent de relativiser. À Bahreïn, quand on lui a donné la bonne stratégie sur la fin, il a su bien utiliser la Racing Bulls, la faire fonctionner. Du côté de Jeddah, sa course allait gâcher par un arrêt, je crois, de 40 secondes, et puis il a été bloqué derrière la Sauber impassable de Bottas. On peut aussi dire qu'en Australie, c'est les limites de piste qui l'empêchent de passer en Q2, et sans ça, il a fait un très bon dimanche. Il se serait sûrement battu pour les points, s'il n'y a pas eu cette question de millimètres en qualification. Bref, évidemment, le constat, on l'a fait, il est clair, mais attention à ne pas aller trop loin. J'ai l'impression que parfois la critique facile du produit commercial qui n'est là que parce qu'on veut le remettre chez Red Bull et que tout est trop facile pour lui grâce à son sourire, ça prend le pas sur la vraie critique du sportif, qu'il faut nuancer. Il fait aussi face à un Tsunoda qui est bien installé dans cette équipe et même dans la F1 en global. Lui ne sort pas de plusieurs années de doute, de plusieurs années de pause. Il est plutôt sur une progression constante, sur une pente montante si on peut dire. Ça progresse. Il fait un début de saison complètement canon. Évidemment, on attend de Ricciardo s'il veut nous prouver des choses, s'il veut revenir au top, on attend de lui qu'il batte Tsunoda, qu'il soit le leader de Racing Bulls, je l'ai déjà dit clairement. Voilà. Malgré tout, pour l'instant, il n'est pas en confiance et il perd face à un très bon Tsunoda. On a toujours du mal à évaluer vraiment Tsunoda, mais voilà, il n'est pas en train de perdre face à un pilote déjà mauvais ou en difficulté. Il perd face à, pour l'instant, un des tout meilleurs pilotes de ce début de saison. Donc c'est un peu plus honorable. Malgré tout, le constat, il est clair, il est en train de rater sa mission. Et le gros problème pour lui, c'est que le temps est compté parce que le mercato va se jouer là, dans les 4-5 prochaines courses, sur les performances de l'instant T, et il n'y est pas. Clairement, je donne aujourd'hui un 75% de chance à cette conclusion hâtive. Oui, Ricciardo est fini s'il continue comme ça. Et à chaque course, il va prendre 5 points de pourcentage. Ça veut dire que vers Monaco, on arriverait à 100%. S'il n'a pas inversé la vapeur d'ici Monaco et que certes, il progresse, mais voilà, il n'est pas devenu le numéro 1 et il ne marque pas de gros points. Ouais, je pense que Daniel Ricciardo a toutes les chances d'être définitivement fini pour le monde de la Formule 1. On en a fini avec les 3 grosses conclusions hâtives de cette vidéo. Je t'invite évidemment à me donner ton avis dans les commentaires. Pour terminer rapidement, 4 petites conclusions hâtives que je vous donne comme ça également. La première, le projet Alpine ne fonctionnera jamais. Là, je mets oui à 75%. Déjà, car la saison 2024, elle est pas bonne, on l'a tous vu. Alors certes, elle peut être sauvée parce que la 6e place n'est pas si loin et parce qu'on a vu l'exemple de McLaren l'an dernier. Donc les retournements de situation, c'est possible. Mais voilà, c'est pas ce qu'ils espéraient, tout est mauvais. On va pas revenir sur les nombreux problèmes. Et puis surtout, le gros problème, c'est que ça recommence sans cesse après le projet Renault, le projet Alonso, le projet Alpine, le projet Safnauer, il y a eu le projet Famin, et là on est déjà à la 2e version de ce projet. À moyen long terme, on n'a plus aucune raison de croire en Alpine en l'instant T. Ça fait des années qu'ils sont incapables de devenir vraiment un top team, et là maintenant, ils sont même en faillite sportive, on peut le dire. Il faudra redresser la barre, il y a plein de soucis qui ne sont pas réglés, notamment entre les 2 usines, sur la partie moteur. Il y a eu plein de départs, les mêmes mots qui reviennent sans cesse. Bref, il y a de trop grosses preuves de dysfonctionnement pour qu'on puisse croire en un redressement d'Alpine et qu'enfin le projet fonctionne un jour.
En vrai, ils sont à un vrai tournant. Alors déjà, il y a le duo 2025 qui pour l'instant n'est pas du tout confirmé, c'est totalement incertain. Il y a la pression de la réglementation 2026 qui fera sûrement office de grand juge de paix pour la suite d'Alpine en Formule 1. Voilà, à eux d'inverser la tendance. Maintenant, on va les regarder. Il y a des premières évolutions qui arrivent au Japon. On va voir s'ils arrivent déjà à revenir dans le match, puis plus tard à enfin accomplir le projet Alpine. Mais ouais, en l'état actuel des choses, voilà, on n'y croit pas vraiment. Deuxième petite, Biermann sera en Formule 1 et Magnussen est finito entre guillemets. Alors du coup pour Biermann, je vais dire oui à 80% et pour Magnussen 50-50. En vrai à l'origine, vu que Biermann ne peut aller quasiment que chez Haas et vu que Magnussen se fait taper clairement par Nico Hülkenberg depuis un petit moment, il n'est plus très en forme, je me disais que les deux destins étaient liés, Biermann allait remplacer Magnussen. Oui mais voilà, avec la rumeur persistante d'un Hülkenberg qui irait chez Sauber/Audi, on se dit que si Haas veut garder un pilote pour la saison prochaine, du coup Magnussen a de grandes chances de rester, d'autant que là sur ces dernières courses, il est meilleur que ce qu'il n'a été par le passé. Il a su se montrer décisif à sa manière à Jeddah et il a fait un très bon week-end, son meilleur week-end depuis un moment du côté de l'Australie. Ça reste clairement pour moi derrière Hülkenberg. Et si je suis totalement honnête, je pense qu'aujourd'hui sa place en Formule 1, elle n'est plus trop totalement légitime. En tout cas, il a pas mal de gros défauts. Malgré tout, avec un départ de Hulk, peut-être que ça lui assurait sa place en 2025. Donc 50-50, et pour Biermann, on a tous envie de dire 100% après ce qu'il a fait à Jeddah, et oui, je pense que voilà, vu les connexions avec Ferrari, etc., il sera en F1 l'an prochain, mais attention, sa campagne de F2, elle n'est pas bonne du tout. Voilà, Preman n'était pas là à Bahreïn, peut-être, mais Antonelli déjà était plus performant que lui, et sur l'Australie, ça a été clair et net. Biermann a raté son week-end australien quand Antonelli s'est montré aux avant-postes. Donc attention, est-ce qu'une mauvaise saison de Formule 2 peut lui coûter sa place? À ce rythme-là, j'ai envie de dire oui. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé 20 petits pourcents, parce que Biermann, certes, a fait quelque chose de surnaturel en F1 qui lui donne quasiment son siège, mais pour moi, s'il n'y a pas vraiment de confirmation en F2, ça peut se compliquer au fur et à mesure du temps. Troisième, Sargent ne va pas garder sa place pour l'an prochain, et on va dire oui à 80%. En vrai, après le coup que sa crédibilité a reçu à Melbourne, quoi qu'on en dise, vu l'écart que l'on constate encore avec Albon comme l'an dernier, et vu déjà le faible pourcentage de chances qu'on lui donnait de rester avant le début de la saison, ouais, il reste pas grand chose pour Logan, le scénario lui est clairement pas favorable. Pour le dédouaner, il a manqué un des 3 week-ends, il n'a pas fait d'erreur pour l'instant, il y a eu aussi ce volant fou qui lui a gâché sa course du côté de Bahreïn et à Jeddah à un moment donné, il courait avec Albon, donc voilà, c'est pas une catastrophe, mais par rapport à son CV, au mercato fou qui va avoir lieu à tout ça, pour l'instant Logan n'est pas en position favorable et je ne l'imagine pas en état être capable de garder son siège. Et enfin, la dernière, il ne se passera rien chez Sauber avant l'arrivée d'Audi. Et là, sportivement, je dis oui à 100%. On le voit, l'équipe elle est en fond de grille. Elle est touchée par de gros problèmes comme sur les arrêts au stand. On pourrait aussi dire que leur duo n'est pas parmi les tout meilleurs de la grille, pas du tout. Bref, c'est la même acabit que Alfa Romeo. Et j'ai envie de dire que 2024 sera comme 2023 et qu'on n'a pas de raison de penser que 2025 sera vraiment une grosse révolution. Donc sportivement, cette équipe, moi tant qu'il n'y a pas Audi, j'avoue que je la considère pas trop. Par contre, d'un point de vue planification, là, la conclusion hâtive, il va rien se passer, c'est faux, je donne 0%. Récemment, Audi a annoncé reprendre non plus 75 mais 100% de Sauber. C'est un énorme changement. Les Allemands sont déjà aux manettes en coulisses. On les voit sur ce mercato. Ils veulent déjà prendre des pilotes pour Audi et non pas pour Sauber. Andreas Seidl, il est en place depuis maintenant un petit moment et il commence à faire des choses assez intéressantes, à bouger des pions notamment en coulisses. Il y a l'usine qui se construit. Il y a plein de choses qui se passent du côté d'Audi. Donc non, au niveau du futur, j'ai envie de dire que c'est maintenant que ça se passe, que Kick Sauber, ça n'est qu'un test à échelle nature, grandeur nature. Les problèmes d'arrêt, c'est pas grave aujourd'hui. Ce qui compte, c'est qu'ils ne se reproduisent pas quand il y aura Audi, la vraie équipe. Donc je n'attends rien de l'équipe pour l'instant, dans l'instant présent. Par contre, au niveau des coulisses, c'est déjà primordial pour le futur. J'ai envie de dire que Audi va se jouer maintenant, sous le nom Sauber. Et bien voilà, c'était mes conclusions hâtives de ce début de saison 2024. J'attends vos réactions en commentaire, j'attends également vos conclusions hâtives. N'hésitez pas à mettre les plus loufoques, puis ensuite à argumenter pour donner un pourcentage de chance à la fin, comme je l'ai fait dans cette vidéo.
Hâte de voir comment la suite des événements va, comme d'habitude, valider, aggraver, invalider certaines de ces théories, en créer d'autres également. On sera là évidemment pour les commenter. C'est tout le sel d'une saison qui repart un petit peu au Japon ce week-end. C'est bien ce début d'année avec des pauses entre chaque Grand Prix, ça va durer jusqu'au début de l'Europe. Ça permet de bien se poser, de bien analyser les choses et de parler beaucoup mercato. Parce que là, il s'en passe des choses, on en parlera bientôt. Sur ce, j'ai trop parlé, merci de votre écoute. On se retrouve lundi ou peut-être dimanche, selon comment se termine le Grand Prix, pour le déprix du Grand Prix du Japon, 4e rendez-vous de la saison. Merci à tous, pensez au like, au partage et à l'abonnement. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui a lui aussi sa conclusion hâtive de 2024. C'est sûr, Ferrari va être championne constructeur cette année et dès l'an prochain, Red Bull, c'est dans le rétro. À bientôt.